ce transport. Mais une chose qu'il m'a raconté et qu'on rigolait beaucoup dessus, c'est que souvent, il avait un collègue dans le bureau qui dénonçait qu'il passait son temps au téléphone avec des problèmes qui n'étaient pas des problèmes de banque ou avec des sujets qui n'étaient pas concernés à la banque. Et son superviseur, il le convoquait de temps en temps, il disait, voilà ton collègue, il rapporte que tu travailles. Et alors, son superviseur, il appelait, il disait, tu sais, ton collègue, il dit que tu passes ton temps à faire autre chose que le travail de la banque. Alors, il répondait à son superviseur, il dit, je travaille par mission. Donne-moi encore une mission plus difficile. Et après que j'ai fini la mission, qu'est-ce que tu peux dire? Et c'est comme ça qu'à chaque réunion qui sortait, il finissait la mission en moitié du temps qu'il avait besoin des autres personnes dans le travail. Jusqu'à qu'un jour, le superviseur, il a demandé de rencontrer son collègue et il lui a dit, écoute-moi, je ne sais pas comment il travaille, M. Bentoussan, mais chaque mission que je lui donne, il le finit plus tôt que prévu. Et à ce moment-là, je ne peux pas le reprocher. Et c'est comme ça qu'il m'a raconté qu'il n'arrêtait pas de continuer à travailler, à développer les Mitzayim et tout ce qu'il faisait. Alors c'est sûr et certain que l'enseignement de ça, c'est qu'il faut avoir une Atzlacha Zman, il faut avoir une réussite dans le temps. Ce que je voulais partager avec vous, avant de dire quelques mots, c'est une histoire que je l'ai déjà répétée récemment. C'est une histoire qu'on avait entendue de mon père avec le rabbi, mais les détails on ne la connaissait pas. Et vu qu'on est entre Chassidim, on sait que cette année nous avons célébré 40 ans de Tafshilom Etret, 40 ans quand le rabbi était fatigué. Et avant de raconter l'histoire, je vais expliquer pour rafraîchir la mémoire, c'est que quand s'est passé Shmini Atzeret, alors toutes les personnes qui sont venues passer les fêtes chez le rabbi, ils se posaient la question, est-ce qu'il y aura une yichidut après les fêtes ou pas? Et c'est évident que les médecins, ils ont dit que le rabbi ne peut pas faire des yichidut. Alors, tout le monde s'est posé la question, est-ce qu'on va partir de chez le rabbi sans rencontrer le rabbi? Et en finale, le dernier jour avant de voyager, les médecins, ils ont autorisé au rabbi de se mettre à sa porte, assis, et que les chassidim ils vont passer l'un après l'autre, et que personne n'a le droit de parler au rabbi. Et la seule chose que les chassidim ils doivent faire, c'est de donner une lettre au rabbi, déposer une lettre, et le rabbi va donner $1. Bon, tout le monde a reçu les ordres, et tout le monde s'est préparé. Personnellement, j'étais aussi là-bas, et je me rappelle comme aujourd'hui comment ça s'est passé. On rentrait d'un côté, on sortait de l'autre côté, le rabbi était assis à une table, au niveau de la porte. Et parmi les invités qui sont venus de Paris, il y avait un couple qui était proche de Chabad, mais ils sont venus chez le rabbi pour passer les fêtes, et le but de leur voyage, c'était de demander au rabbi une bracha pour avoir des enfants. Ça faisait quelques années qu'ils n'avaient pas d'enfants, ils étaient mariés, et tout le monde leur a conseillé, aussi mon père, de venir chez le rabbi, rentrer en yichidut. Et pour eux, ne pas avoir une yichidut, c'était compréhensible, mais c'était très gênant. Quand ils sont passés devant le rabbi, tout le monde savait très bien qu'il ne fallait pas parler et pas répondre, pas demander. Et d'un coup, la femme, elle met la lettre sur la table. Et comme tout le monde sait que le rabbi il faisait très attention que tous les noms soient bien écrits et tous les prénoms des parents
C'était quelque chose qu'on voit dans Igot Kodesh, que le rabbi demande chaque fois tous les détails. Et quand elle dépose la lettre, le rabbi demande, est-ce que tous les noms ils sont bien écrits dans la lettre? Sans qu'elle dise qu'elle a besoin d'une bracha spécifique. Et elle dit oui. Et pendant que ça se passe, la queue s'arrête. Et je ne sais pas où était mon père, proche ou loin, mais en fin de compte, on a demandé à mon père de se rapprocher. Et mon père, il voit que la dame, elle ne sait pas quoi dire en plus. Bon, ils sont sortis de cette ichidout. Et le rabbi, et mon père, la dame a dit à mon père, voilà exactement qu'est-ce qui s'est passé. Mon père, il dit rien. Il dit, mais c'est certain qu'il y a quelque chose. Les mois, ils sont passés. Et malheureusement, elle a perdu son père. Bon. Quelques semaines après que son père est niftar, son père, il avait deux frères. Un qui habitait à Paris et le deuxième qui habitait en Israël. C'est important ces détails parce que vous allez voir la fin de l'histoire. Le frère d'Israël, il adresse un courrier à son frère vivant. Mais par erreur, il met sur l'adresse la maison du défunt. Alors, la fille, elle reçoit un courrier qui en fin de compte n'est pas adressé à elle. Elle est adressée à son oncle. Où elle a fait attention ou pas attention, elle a ouvert le courrier. Et dans le courrier, il s'est écrit la chose suivante. Notre frère vient de quitter. Peut-être c'est venu le moment qu'on raconte la vérité à notre nièce. Et c'est quoi la vérité? C'est qu'elle était adoptée. Adoptée, voilà, point. Alors elle prend le courrier. Une parenthèse, cette histoire, on l'a, pas un moyen, je veux dire, on la trouve derrière, l'histoire a été confirmée dans les détails récemment. Alors, je reviens à l'histoire. Elle va voir son oncle. Et son oncle lui dit, oui, le contenu du courrier est vrai. Alors, immédiatement, ils sont venus voir mon père. Et mon père, il a dit, voilà, ça c'était la réaction du rabbi. Qu'en réalité, quand il a demandé, est-ce que tous les noms ils sont là, vous avez pensé bien répondre, mais en réalité, c'était une mauvaise réponse. Et actuellement, qu'est-ce qu'il reste à faire? Vu que c'était adopté d'un enfant non juif, et que les oncles, ils ont confirmé, et que les parents, ils n'ont rien fait comme procédure pour la convertir, alors à ce moment-là, il faut éventuellement faire une conversion, et ensuite faire un mariage, parce que le premier mariage, c'est un mariage blanc, tout le monde comprend. Et en fin de compte, grâce à ça, après le mariage, les années sont passées et ils ont eu des enfants, et que Baruch Hashem, c'est une famille heureuse avec des enfants et des petits-enfants au jour d'aujourd'hui, etc. Ça veut dire qu'on voit dans cette histoire comment un mot, et pour les chassidim, c'est quelque chose de très très fort, parce que sans cette histoire, on pensait que le passage devant la chambre du rabbi, c'était pour dire au revoir, pas plus et pas moins. Et en fin de compte, un couple qui est venu chez le rabbi uniquement pour entrer en yichidut, pour avoir une bracha, pour avoir des enfants, ils ont eu la bracha comme si c'était une yichidut normale. Ça, c'est une histoire que je voulais partager avec vous, une histoire qu'on voit la force du rabbi, que c'est sûr et certain que tous les brachot du rabbi se concrétisent jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un Motzei Shabbat qu'on fait à Bava Malka. Tout le monde connaît que chez le rabbi, Bava Malka, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et comme c'est raconté qu'il y avait des Shabbatot, que le rabbi ne mangeait pas Shabbat, à part le kiddush et le gâteau, comme on sait qu'il y avait des fabriques qui duraient jusqu'à la sortie de Shabbat.
mais malgré qu'il pensera toujours qu'il n'est pas le bienvenu et que ça n'appartient pas. De toute façon, quand on est assis ici ce soir à Fabringen, on est dans la période chez Chassidim, dans la période de fête, de Chodesh Kislev, et qu'est-ce qu'on cherche, c'est de se renforcer, d'être tzchazek, de se renforcer dans la Fatz Hamayanot, la Fatz Chassidut. On sait très bien que cette période-là, c'était aussi il y a 45 ans l'inauguration du Beth Lubavitch. Et récemment, j'ai revu la lettre que certaines personnes étaient là à l'inauguration. Le Chodesh Kislev, le Rebbe a envoyé la lettre, la Tafshin Lamed Gimel, il y a 45 ans. Et dans cette lettre, le Rabbi dit que le but d'un Beis Chabad, le but d'un Beit Chabad, c'est que ça va protéger comme une maison. Ça protège, la maison, ça protège du froid et du chaud et des moments difficiles. La même chose, et de tout ce qui se passe à l'extérieur. La même chose aussi, le Rabbi dit qu'un Beit Chabad, ça doit être aussi l'endroit qui protège de tout ce qui est négatif et que ça soit un endroit qui est positif, pas extrême, une maison chaude, une maison avec beaucoup de chaleur. Quand on pense à cette période et qu'on est en France, on a une seule idée dans la tête, c'est de voir les deux fabriques et les deux sikhot du Rabbi, qui sont énormément riches, que le Rabbi parle la qualité du Tet Kislev et la qualité de la France. C'est les sikhot que moi-même j'étais présent, qu'on a travaillé dessus, qu'on a étudié, qu'on les a entendus du Rabbi, qui étaient très forts en sikhot. Que dans tous les sikhot du Rabbi, on ne trouve pas des sikhot si importants qui sont liés à nous tous. C'est les sikhot, il y a 26 ans, de Parashat Vayishlach et Parashat Vayeshev. Parashat Vayishlach, Parashat Vayeshev, il y avait des invités qui sont venus de France. Mais en général, quand le Rabbi parlait quelques mots pour les invités, il disait quelques mots qui disent le Chaim, il les recevait. Et là, le Rabbi, il est parti sur une longue explication. Et la sikha, elle est imprimée, elle est traduite, elle est imprimée dans différents svarim, mais elle a été corrigée par le Rabbi. Et que le Rabbi, il explique que la France était un pays qui était contre le judaïsme, qui était contre tous les efforts qu'on a voulu faire, que l'Admor Hazaken lui-même était contre Napoléon. Et le Rabbi il explique qu'avec le temps, par génération et génération, les rabbins ils sont venus d'Afrique en France. Ils sont venus en France, le Rabbi Rachab, il a écrit un des plus grands développements de Chassidut, il a écrit en France. Et après, le Rabbi précédent, il a envoyé sa propre fille, le Rabbi Chaim Mushka, de venir en France avec le Rabbi. Le Rabbi, il écrit tout ça dans la Sikha. Et qu'après, grâce à Dieu, aujourd'hui, nous avons le développement de la Torah en général, la Torah de Chassidut, des Yeshiva, des Mosdot, des impressions, le Rabbi dit, tout ça, c'est quelque chose qui est réservé particulièrement à la France. Et c'est pour ça que le Rabbi dit que lié à l'Aftara que nous avons entendu ce matin, que l'Aftara de ce matin, on dit le mot Tsarfat. Ça veut dire que le Rabbi il explique que le mot Tsarfat, ça montre que nous avons non seulement tous les moyens, mais nous avons aussi activé tous ces moyens. Nous avons tout fait. Et c'est ça qu'on doit savoir, qu'aujourd'hui, quand Mashiach va venir, le Rabbi dit, il va commencer par la France. Pourquoi il va commencer par la France? Le Rabbi l'explique. Parce que c'est ça qui va donner tout, parce que c'est par là qu'on a commencé, et c'est par là qu'on va continuer, et c'est nous on donnera l'exemple. Et il faut savoir que cette sikha-là, quand le Rabbi il a dit cette sikha, c'est vrai qu'après on a compris que c'était plus fort qu'un enseignement, parce que ça nous donne tout le poids, toute la force d'être un pays exemplaire pour Afatzat Hamayanot, Afatzat Chassidut, pour le développement de la Torah et le développement de la Chassidut. Et c'est pour cette raison-là qu'on doit se réunir ensemble et y penser et de savoir qu'il y a une longue sikha du Rabbi, que le Rabbi dit que quand on a une certaine mission dans une ville, et qu'il y a par exemple 1000 juifs, et il y a 999 juifs que je les ai convaincus, que je les ai attachés à l'enseignement de la Torah. Mais il y a un seul juif qu'on n'est pas encore arrivé,
Le rabbi dit que le travail, c'est du bon travail. Que tout ce que tu as fait, c'est extraordinaire. Mais ta mission, tu l'as pas faite. La mission a été faite avec 999 juifs. Mais un juif n'a pas atteint. Alors il faut savoir que la mission n'est pas finie. Le rabbi il explique dans le Sikha, si Mashiach n'est pas encore venu, même qu'on a déjà tout fait, même que tous les simanim sont déjà finis, même qu'on a fait au maximum qu'on peut, tant que Mashiach n'est pas là, il manque quelque chose. Et ça c'est quelque chose que nous, il nous reste à finir, comme le rabbi précédent il dit, il reste que à nettoyer les boutons. Ça veut dire qu'il reste vraiment les Parim Tanim, comme s'expliquait que Yaakov il s'est disputé avec Esav, avec l'ange d'Esav, parce qu'il a oublié des Parim Tanim, des petits objets. Ça veut dire qu'il manquait la punition. C'est avec ça que je voudrais conclure et dire que nous devons tous prendre une bonne décision. Et la bonne décision, elle n'est pas difficile. Nous avons une tendance de dire que le travail se fait par quelqu'un d'autre, qu'il y a des organisateurs, qu'il y a des gens qui s'en occupent. Le réveil était contre tout ça. Le réveil voulait que chacun il se donne du maximum de soi. Ah, il faut avoir un ceder, alors il faut avoir de l'ordre. Il faut dire telle personne va faire ça, telle personne va s'occuper. Comme Yitro, il a dit à Moshe Rabbeinu, Rosh Alofim, Rosh Hasarot, qu'on a des chefs de milliers, chefs de centaines, etc. Mais nous, on doit savoir que nous, les chassidim, tous ceux qui sont assis ici, que s'il y a un juif qu'on peut encore arriver, qu'il n'aura pas une bougie de Hanouka pour allumer, qu'il n'aura pas une étude de Torah, qu'on peut encore amener encore un enfant en Talmud Torah, qu'on peut encore emmener un enfant dans l'enseignement juif, dans l'école juive. Il faut savoir que le travail reste sur nous. Le réveil était contre de dire qu'on compte sur quelqu'un d'autre, on compte sur personne d'autre, on compte sur soi-même et sur nous-mêmes. Alors si on peut tous ensemble prendre les bonnes décisions, que cette année sera une année extraordinaire, vu que c'est 50 ans du Beth Bavi, c'est Yom Shana, que je suis pas assez bien placé pour raconter toutes les histoires, comment ça a commencé, comment ça a été fait, et comment chacun a mis de son soi pour pouvoir réussir. Mais c'est sûr et certain que ça n'a pas été fait par une personne, par 10 personnes. Aujourd'hui, ça a été fait par des milliers de personnes, que chacun a participé à son niveau, à sa façon, à Nashim, Betav, hommes, femmes et enfants. Que Dieu fasse que nous, on va rajouter chacun de soi-même pour rajouter dans le développement de la Torah et de l'Islam. C'est sûr et certain qu'on aura tous les brachot qu'on souhaite et qu'on aura tous une bonne année. Merci Rav Mendel Azimov, merci de cette flamme qui a en nous, même chez le juif, le plus éloigné. La bougie ne s'éteint jamais, mais vous savez comment, à quel moment il faut l'allumer et la réallumer. Et ce travail dans tous les quatre coins du monde, moi personnellement, j'ai été impressionné. La première année où j'ai été en Chine, c'était lors d'un salon. Et je voyais comment ces jeunes Lubavitch s'inquiétaient. Comment il fallait manger, comment il fallait faire sa tefila le matin, comment il fallait faire son petit déjeuner le matin. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et ça m'a encouragé à refaire les salons tous les ans pendant une dizaine d'années. Et tout ça, c'est le travail. Parce que j'ai vécu dans un pays que tout le monde sait, auquel je suis très attaché encore aujourd'hui, c'est le Maroc. Et le Maroc, le mouvement travail était extraordinaire et très fort. La devise,
c'était Faradsta, Safonayat, Kedma Vanegva. Il fallait dans les 4 coins s'intéresser où était le juif qui était pas viré, loin, mais qui était endormi. Et ce travail, cette tâche, vous l'avez. Donc le rabbi a incarné en vous cette force de Messirut Nefesh. Et la paracha d'aujourd'hui, extraordinaire. C'est la 8e paracha, et dans le 8e pasouk, on parle de l'orgueil et de la hanava de Yaakov Avinu. À quel point cette hanava est extraordinaire. Et cette hanava, je voudrais aujourd'hui la dédier à votre chef spirituel, Rabbi Chaim Meilul. À quel degré cette humilité? Eh bien, c'est celle de celui qui est votre chef spirituel. Et je voudrais souligner le travail qui est fait Baruch Hashem par son fils, Michael. C'est vrai qu'on travaille étroitement. Je sais comment il œuvre tous les jours. Notre souci dans la communauté de Créteil, c'est une communauté Baruch Hashem qui est grande, et plus elle est grande, et plus les difficultés sont là, et sont présentes. Rien qu'au niveau de la précarité. Mais au niveau du souci, comment se conduisent nos juifs? Est-ce qu'ils ont des besoins? Est-ce qu'ils arrivent à observer le Shabbat? Et le travail de Michael, il y a 2 ans, on a eu une forte aliyah en Israël, par les difficultés et les moments durs que nous avons vécus ici en France. C'est vrai, vous avez raison de le souligner. Dans la Haftara d'aujourd'hui, on parlait de Tzorkat, comme le Rabbi l'a dit. On a un judaïsme extraordinaire. Le mouvement Chabad, après les États-Unis, c'est en France. C'est vrai, c'est un pays extraordinaire, où il y a un judaïsme, c'est exemplaire. Aujourd'hui en Israël, on arrive à manger à Tel Aviv kasher grâce à la communauté juive française. Il y a 15 ans, on ne trouvait pas de restaurant kasher à Tel Aviv. Pourquoi? Parce que notre judaïsme français a imposé aux Israéliens qui se posaient la question, est-ce que c'est kasher, c'est pas kasher, c'est pas kasher? Et aujourd'hui on mange kasher à Tel Aviv. C'est vrai que c'est un beau judaïsme. Et c'est par le travail de chacun d'entre nous, par le travail des Lubavitch aussi au sein de la communauté française. Alors il y a 2 ans, notre discours était celui-ci. Il y avait la Aliyah, les gens qui quittaient la France, c'est très désagréable, je peux vous dire, qu'il y a un retour de son qui n'est pas bon. Et s'il y a un peu plus de silence, un peu de silence, on aura plaisir à parler. Là, il y a un retour, mesdames, excusez-moi, mais c'est pas évident. Alors la Aliyah, il y avait une Aliyah interne. La Aliyah interne, c'est le travail que font les Lubavitch. Et que nous faisons aussi. C'est de savoir là où se trouve un juif qui ne fréquente pas la synagogue. Parce que toutes nos synagogues se sont vidées. Et il fallait remplir ces places. Il y a des juifs qui peuvent occuper ces places. Et le travail, c'était des appels que des voisins qui ne fréquentent pas la synagogue et qui existent, qui habitent pas loin de chez vous, derrière la grande synagogue. Et Michael a fait un travail extraordinaire dans le quartier de la Lévrière. Il a fait du porte-à-porte pour recenser les familles juives. Et grâce à son travail, que je salue, 5 enfants de ces familles qui ne fréquentaient pas la synagogue ont intégré l'école juive. Moi, à mon niveau, une petite histoire j'ignorais que Michael travaillait sur ce dossier. Vous savez que je fréquente la Choule du Palais depuis près de 28 ans. Et mon discours de Kippour, pas de cette année, de l'année dernière, d'essayer de, comme je vous le disais, de s'inquiéter quels sont les juifs qui ne sont pas intégrés dans notre communauté. Il y avait le Rav Lugassi, qui était tout simplement le gendre de Madame Sarah Halimi, qui a été défenestrée Reret Pessah cette année. Il y avait une voisine
Cette voisine, il est allé la voir. Cette voisine vivait avec un compagnon qui n'était pas de notre communauté et qui avait 2 enfants. Il m'a demandé si je pouvais la rencontrer. Je l'ai rencontrée. Je l'ai rencontrée sans ses enfants. M'expliquer sa situation. Sa situation, c'était quoi? C'était une fille d'Otsara Torah. Hachem Yatzilenu. Personne n'est épargné. C'est pour ça que notre devoir, c'était à la tfila, de manger kasher, que nos enfants soient dans des écoles juives. Elle a été scolarisée jusqu'à l'âge de 12 ans à Otsara Torah. Ses parents ont fait l'Aliyah. Arrivée en Eretz Israël, à 18 ans, elle a eu son bac. Elle avait du mal à vivre en Israël. Et elle a décidé de revenir en France. À 18 ans, jusqu'à l'âge de 21 ans. Elle a rencontré des difficultés de précarité incommensurables. Elle est allée au Kazip. Au Kazip, on n'avait pas trouvé où la loger. Ils l'ont adressée dans un service du 115. 115, c'est des hôtels, malheureusement, qui sont à disposition aux sans-abri. Et là, elle a connu son compagnon, avec qui elle a eu 2 enfants. Et ces 2 enfants, ce n'étaient que 2 filles qui étaient juives. Et puis, elle a eu, comme ce que vous demande le rabbi, de faire cette mission de Messirot Nefesh, de Zikouya Rabbi, d'aller chercher les gens là où ils sont perdus. Elle a eu cette flamme qui s'est rallumée et elle a voulu retrouver sa famille juive. Je l'ai rencontrée, on l'a aidée, j'ai mise entre les mains d'une avocate, même si elle n'était pas mariée en concubinage, le système est le même. On est arrivé au Baruch Hashem à la sauver, à ce qu'elle retrouve ses parents en Eretz Israël, il n'y a que 15 jours seulement. J'ai raconté cette histoire à Otsara Torah la semaine dernière, où j'ai passé la tefila de Shahri. Et quand croyez-moi chers amis, quand j'ai vu ces 2 enfants qui n'étaient pas de votre couleur ni la mienne, parce que malheureusement, l'accident de la vie a fait que cette fille, elle a dérogé aux règles, à nos règles de respect du judaïsme et transmission de nos parents, elle s'est retrouvée perdue. Et Baruch Hashem, j'ai retrouvé sur le chemin un jour que Michael était sur ce dossier. Et combien il y a de dossiers ici à Créteil. Alors, je voudrais saluer le travail que vous faites. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu vous protège, vous adresse Beracha et Hatzlacha, et que vous soyez toujours, Mamash, Beyahad, unis, la force du clan d'Israël. Il n'y a pas des Lubavitch, il n'y a pas des orthodoxes, il n'y a pas des laïcs. Un juif, c'est un juif. Un juif, même s'il arrive en voiture dans une synagogue, il doit rentrer et prier dans une synagogue. Parce qu'un juif, c'est un juif. Et un rave, mon rave, il nous disait une chose, le Mashiach est parmi vous. Ça peut être toi, l'autre et l'autre et l'autre. Mais le monde n'est pas prêt. Parce que il faut qu'il y ait une ardoute entre tout le Ham d'Israël.